Bonsoir à tous. Donc, nous sommes ce soir en direct pour commenter les élections américaines. Non, ce n'est pas ça, non. Bon, Non. ça va pas. Pour répondre à vos questions sur donc ce MOOC Innovation et Société qui touche à sa fin. Donc, je suis Valérie Chanal. J'ai animé avec Gilles Garel la semaine Management de l'innovation. J'ai à ma droite Olivier Zerbib, qui est sociologue et qui a animé la semaine Sociologie de l'innovation, et puis donc Daniel Lerena, économiste sur les aspects d'économie et de propriété industrielle. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est commencer à répondre à certaines questions qui ont été postées sur les forums, et puis ensuite nous prendrons vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, transmises par Valérie, qui a animé ces forums avec nous. Et puis, nous répondrons du mieux que nous pouvons aux questions que vous nous posez en direct. Daniel, est-ce que tu peux nous poser la première question? Alors, la première question qu'on a recueillie concerne poser une question qui est posée par Ecompte. Voilà. Comment rendre compte de la participation des usagers dans l'essor d'une innovation? Donc je ne vais pas lire tout le texte, hein, c'est grosso modo cette question, à savoir finalement, est-ce que les principaux bénéficiaires et acteurs d'une innovation ne sont-ils pas les usagers qui y participent, et comment donc on peut rendre compte de la participation de ces usagers? Voilà, donc c'est pour peut-être aussi élargir un peu la question, c'est la place des usagers, des consommateurs dans les processus d'innovation, quel rôle ils peuvent jouer tout au long du processus d'innovation en tant que tel ou de diffusion, etc. Voilà, c'est la première question. Tu démarres? Je démarre la réponse, et puis voilà. l'idée c'est qu'on ne s'est pas vraiment hyper concerté sur les réponses, mais l'idée c'est qu'on se passera un peu la parole. Alors déjà un premier élément de réponse qui m'a été soufflé par Patrick Coendé, qui malheureusement peut pas être là avec nous, puisqu'il est à Montréal. Un premier élément, c'est la question du rôle que peuvent jouer certains usagers, que sont les lead users ou utilisateurs pilotes. Effectivement, comme Patrick l'indique dans une de ses éléments de réponse, c'est de dire que ces acteurs sont mentionnés dans les travaux, dans la littérature et dans les analyses depuis pas mal de temps, notamment avec les travaux d'Eric von Hippel, où en fait ce sont vraiment des acteurs qui peuvent être très importants dans les processus de diffusion, mais également dans les processus d'innovation, de création dès le départ de l'innovation, pour prendre des exemples d'artistes ou de sportifs. Donc l'idée, c'est vraiment des utilisateurs, des consommateurs qui ont un problème spécifique, qui essaient de trouver des solutions eux-mêmes avec d'autres acteurs économiques, pourquoi pas des entreprises, et qui vont participer au processus d'innovation en tant que tel, par des retours, par des tests, par de l'expérimentation, et qui ensuite surtout vont être aussi des faiseurs pas d'opinion, mais en tout cas des diffuseurs d'opinion sur telle ou telle innovation, et qui permet ainsi d'accroître les usagers et ainsi de se diffuser progressivement, avec peut-être une participation moins importante ensuite dans le processus. Mais voilà, c'était le rôle des lead users. C'est quelque chose, c'est des acteurs qu'on a repérés depuis un petit moment, en tout cas dans les analyses de l'innovation. Alors après, il y a d'autres formes de participation des usagers, avec les nouvelles formes d'innovation ouverte, où on peut avoir effectivement de nombreuses participations dans la vidéo sur l'innovation ouverte avec Patrick. On prenait l'exemple de la Fiat Mio, où on voit bien que c'est un processus où n'importe quel usager d'une voiture était amené à simplement exprimer ses attentes, ses besoins, et voire même des solutions à des défis techniques, ergonomiques sur le véhicule automobile. Ça, c'est une autre forme beaucoup plus récente. Mais Alors, voilà. c'est vrai que pour compléter autour de ces utilisateurs pilotes ou lead users, ce qu'on peut dire, c'est que certains continuent d'innover dans leur coin. On peut penser à des associations de sportifs, par exemple. Il y a eu des travaux sur le VTT ou la planche à voile, où des sportifs, en fait, innovent pour leur propre usage, mais sans qu'il y ait
finalement d'intervention d'une entreprise dans ces processus. Et puis, d'un autre côté, on a des entreprises qui s'intéressent de près à ces phénomènes et qui vont aller chercher auprès de ces personnes des idées, voire contractualisent avec elles pour récupérer ces idées d'innovation et ensuite les industrialiser, puisque le propre de ces lead users, c'est qu'il y a un côté un petit peu bricolage et qu'en fait, ces innovations sont relativement peu industrialisées. Donc voilà, on peut voir ça d'un point de vue du phénomène social, aussi d'un point de vue de stratégie managériale qui vise à se rapprocher de ses utilisateurs. L'entreprise 3M, par exemple, elle est assez connue pour travailler de manière proche avec ses utilisateurs pilotes, par exemple dans le domaine de la santé, en allant voir des chirurgiens ou d'autres personnes qui utilisent les produits 3M du domaine de la santé. Oui, je vais compléter cette question des usagers un peu pilotes. Avec le prisme du numérique, on voit un développement d'une forme d'expertise sur non seulement les usages, mais aussi la technique, hein, ce que Patrice Flichy appelle les pro-am, les pro-amateurs. Ah oui. Et donc le développement, pas forcément d'usage expert, mais d'une connaissance de la technique et des aspects un peu critiques qui sont mis en scène par le numérique et qui permettent à un certain nombre d'entreprises de distribuer différemment la connaissance et la compétence. C'est vrai dans le jeu vidéo typiquement où on a non seulement des usagers un peu experts, des communautés de joueurs avec des hardcore gamers, des gens avec qui on fait tester les jeux et qu'on associe de manière très, très proche, mais aussi des communautés plus larges avec des joueurs qui vont tester, bidouiller parfois les jeux et d'autres qui vont se contenter de les mettre à l'épreuve, de les commenter de manière très forte. Donc on a une forme de distribution un peu différente avec le numérique de cette question du rapport à l'usage. Il y a une chose qu'il faut dire aussi sur les usagers, il y a beaucoup de travaux en sociologie des usages ou des aspects un peu en design, avec des fois un côté un peu populiste, c'est d'actualité, sur le fait de se dire que les usagers auraient une connaissance, une compétence. Bon, c'est un peu, des fois un peu trivial de dire les choses comme ça. Il y a quand même des processus de conception qui ne se limitent pas à l'usage. Bon, et c'est aussi les propositions qui font les usages à un certain moment, voire même des techniques, des fois, qui sont des innovations, comme la bombe nucléaire, et qui sont d'un usage assez restreint, mais qui ont quand même des effets et qui sont quand même présents aussi. Donc, toutes les techniques et toutes les innovations ne sont pas non plus caractérisées par leur usage ou leurs usagers. Enfin, on espère en ce moment, notamment. En ce moment, hein, sur la bombe nucléaire, tout à fait. Par rapport à ton exemple, on espère, effectivement. Ouais. Je vous propose qu'on passe à une autre question qui, en fait, a été pas mal discutée sur les forums. C'est la place de l'innovation dans le secteur public. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Et donc, la question, elle est formulée comme ça. On a l'impression que le secteur public tolère moins l'innovation parce qu'elle est trop risquée ou parce qu'elle est contraire au principe de stabilité. Au fond, quelle place à l'innovation dans le management public ? Est-ce que on peut répondre à ça ? La question, c'est de savoir finalement si le secteur public est étanche à l'innovation ou pas. Bon, alors je vous laisserai développer les nombreux exemples d'innovation qui sont portés par le secteur public ou qui interviennent. Il y en a dans le secteur industriel, il y en a dans le secteur culturel énormément aussi. Moi, je m'intéresse aux bibliothèques. Bon, ouais, disons que la question, soit elle porte sur le rôle des pouvoirs publics ou du management public dans le développement des innovations de manière générale, ou soit c'est la question qui porte sur l'innovation dans le management public, au sens dans la fonction publique, dans les institutions. La question est de savoir s'il peut y avoir du management dans la fonction publique déjà. Voilà, déjà, c'est la première question. Dont on parle. Est-ce qu'il peut y avoir du management ? Et ensuite, est-ce que ça peut être innovant au niveau du management ? Tout à l'heure, on y réfléchissant un petit peu, on se disait, d'abord, les institutions publiques, c'est par définition des institutions. Et une institution, sa principale caractéristique, c'est justement la stabilité. Ça doit être normalement une de ces caractéristiques, c'est la stabilité des institutions.
Néanmoins, ça n'empêche pas cette institution de fonctionner, de devoir fonctionner le plus efficacement possible, le plus efficacement possible. Et ce fonctionnement de ces institutions nécessite, dans beaucoup de cas, des évolutions, pour ne pas dire des innovations, à la fois dans son fonctionnement interne. On pourrait Là, on vous renvoie à la longue discussion et aux nombreux échanges sur l'innovation du MOOC. Le MOOC, c'est une innovation au sein d'une institution qui est l'enseignement supérieur, qui est une grosse innovation dans l'enseignement supérieur français, une innovation peut-être plus marginale dans d'autres institutions de l'enseignement supérieur dans d'autres pays. Mais voilà, ça c'est un exemple où on voit bien que c'est une institution qui peut innover, notamment dans ses pratiques, pour la rendre plus efficace. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément réussi, ça ne veut pas dire que ça va être généralisé, mais peut-être que c'est... en fait, je serais même très mal placé pour savoir est-ce que c'est plus difficile d'innover, par exemple, dans ce type d'institution, plutôt que dans une autre en matière de formation ou d'enseignement. Je veux dire, voilà. Est-ce qu'une université privée aurait plus d'incitation, de motivation, de facilité à créer des MOOC qu'une institution publique comme une université, comme l'université Grenoble-Alpes? Je ne sais pas. Je vais rebondir peut-être à un des exemples de l'innovation dans le secteur public. Olivier a parlé des bibliothèques. C'est vrai que dans les collectivités territoriales, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à l'innovation, des services d'innovation que l'on peut trouver par exemple dans des conseils départementaux. Mais je voulais revenir au cas de l'innovation pédagogique ou l'innovation à l'école par exemple. Donc il y a des innovations, l'introduction du numérique dans les écoles, ça peut être considéré comme des tentatives d'innovation. Et peut-être ce qui est spécifique, je dirais, au management public, c'est effectivement que comme c'est une institution, on a de nombreuses parties prenantes qu'il faut convaincre du bien fondé de l'innovation, premièrement. Donc, si, par exemple, on veut introduire une innovation dans l'école publique, eh bien, il y a non seulement les enfants, mais il y a aussi les professeurs des écoles, les parents, les collectivités, etc. Chaque maire, chaque conseil municipal. Exactement. Donc, on a des systèmes, souvent dans l'innovation dans le management public, qui sont peut-être plus systémiques, plus complexes. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que on a des mesures de la valeur qui sont différentes, puisque, en fait, on ne va pas parler de valeur de l'innovation en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité. Et donc, pour convaincre ces différentes parties prenantes, il faut se donner des métriques de la valeur qui soient partagées. Par exemple, je reviens sur mon exemple, l'innovation dans l'école. Est-ce que les enfants vont mieux apprendre? Est-ce que les enfants vont être plus heureux à l'école? Est-ce que les enfants vont développer leur motivation? Est-ce que le travail des enseignants va être facilité, etc. Tout ça sont des critères de valeur d'une innovation. Et il va s'agir, en fait, si on veut lancer une innovation dans le secteur public, que toutes ces parties prenantes finissent par se mettre d'accord et avoir une vision commune de la valeur que cette innovation va apporter. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'école, effectivement, parce que derrière cette question, il y a l'idée un peu de savoir s'il peut y avoir des innovations de rupture aussi. Alors, si on regarde le cas de l'école et on se retourne, on pense à l'école d'il y a 30 ans, on se rend quand même bien compte qu'il y a des choses qui ont changé et qu'on n'enseigne pas de la même façon qu'il y a 30 ans. Il suffit de regarder les petites émissions de télévision qui sont faites de temps en temps, je crois, sur M6, sur les internats des collégiens qu'on remet dans les conditions d'enseignement des années 50 ou 60, on voit bien que les choses ont changé, on n'a plus d'uniforme, le rapport à l'autorité a totalement changé, bref, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Et donc, si on se dit qu'il doit y avoir innovation de rupture, l'innovation de rupture, pour moi, c'est des tensions qui s'accumulent et qui sont libérées très rapidement. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, si on n'a pas d'innovation de rupture, pour moi, dans le secteur public, c'est bien parce qu'il y a des adaptations qui sont plus continuelles que des grands changements, des grands bouleversements, même si... et surtout en ce moment, encore aujourd'hui, on a de temps en temps la tentation de se dire qu'il faut faire table rase. Bon, ou que table rase va être faite. Bon, je crois qu'au contraire, il y a sans doute des adaptations qui sont peut-être plus régulières, qui sont peut-être plus lentes, et qui du coup passent pas pour être des innovations, mais quand on regarde sur l'histoire,
force est de constater qu'il y a quand même des changements, même dans des institutions comme les impôts, par exemple. Je te laisse lire celle-ci. Une autre. L'objectif d'innovation est-il toujours d'assurer une meilleure qualité de service à la population? Alors, je ne sais pas qui veut commencer à ça, là-dessus. Ouais, je vais commencer. Par rapport à cela, si on prend la définition même de qu'est-ce qu'une innovation, c'est quand même l'idée d'avoir une rencontre entre une proposition d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'une évolution d'un système technique ou organisationnel, la rencontre avec un public, avec une cible qui peut être des consommateurs ou d'autres entreprises, hein, si c'est du B2B, mais l'idée quand même, c'est que l'objectif de l'innovation n'est pas forcément, en tout cas, de rendre un meilleur service à l'ensemble de la population. C'est pas automatique. En fait, avec Patrick Cohendet, quand on a vu cette question, on s'est posé la deuxième question, c'est de se dire, mais est-ce que toutes les innovations auraient pour objectif de rendre un meilleur service à la population? C'est peut-être pas la même question, mais force est de constater quand même, c'est que si les innovations visent à améliorer ou à rendre, pardon, à faire des propositions de valeur à des usagers ou à des cibles de consommateurs ou d'usagers, force est de constater qu'on a quand même de plus en plus de besoins, en tout cas des attentes, par rapport à des enjeux beaucoup plus vastes comme les enjeux sociaux, de type environnemental, des solutions au niveau des questions environnementales ou des questions au niveau de la pauvreté, de la nutrition, etc., etc. Donc, on peut se dire que les innovations intègrent peut-être de plus en plus des enjeux plus globaux qui pourraient répondre à une population beaucoup plus large en termes de services, mais in fine, a priori, c'est pas la vocation d'une innovation, c'est pas la définition même d'une innovation qui serait réussie, à savoir généraliser un service de meilleure qualité pour toute la population. Je sais pas si... Au moins pour certaines populations, pour certains types de certaines parties prenantes. Si je reprends le terme de cible que tu as utilisé. Ouais. Pensons à la bombe à fragmentation, par exemple. En termes de qualité de service aux usagers finaux, c'est assez moyen. Ouais. Mais par contre, les militaires en sont sans doute très contents. Alors, est-ce que ce sont eux les usagers finaux? En tout cas, si une innovation comme ça peut se... Olivier, je suis très pessimiste ce soir. Hein. Je sais pas, c'est la grosse déprime dans tes exemples. J'ai une inspiration balistique, je ne sais pas pourquoi ce soir en particulier. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que on peut parler d'une innovation technique, clairement, d'une innovation sans doute militaire. Après, il n'y a pas de qualité de service rendu à l'ensemble de la population, peut-être à un certain type de population qui sont les acheteurs de ces types d'armements, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est évidemment une question de point de vue. Ce point de vue, il est rarement construit de manière uniforme. Il va changer au cours de l'innovation. Il va éventuellement s'étendre à une plus grande partie de la population, voire à toute la population, quand il ne s'agit pas de bombes, mais de choses qui sont plus sympathiques, comme le téléphone, par exemple. Bon, à un certain moment, cette question de la qualité du service, elle va être débattue, elle va être sans cesse négociée, et c'est ça qui est intéressant dans le processus d'innovation. Voilà. L'innovation réussie, c'est celle qui arrive à mettre tout le monde d'accord. Je vous propose une question plus légère. Promis, j'arrête. Autour de la créativité, quelle place donneriez-vous au voyage dans le processus de stimulation de la créativité? Alors, ne me regardez surtout pas. N'oubliez pas que je suis économiste. Moi, les voyages, c'est l'économie du tourisme. Donc, D'accord. Je me doute bien que par voyage, c'est à la fois au sens métaphore ou en tout cas... je me doute bien que la question de dépaysement ou en tout cas de sortir du cadre traditionnel de l'innovation, soit le milieu professionnel, hein, sortir de l'entreprise, aller voir ailleurs, c'est ça me fait penser à ça comme question. C'est à mon avis certainement très intéressant pour les phases de créativité, d'idéation, de picking d'idées à droite, à gauche. Et voilà, je pense que ça peut être très, très, très bénéfique, mais
je suis assez sceptique sur la nécessité absolue d'être dans une démarche de voyage créatif, etc. Maintenant, après, Je pense qu'effectivement, ça renvoie aux nécessités qu'on appelle en créativité de défixation. C'est-à-dire que quand on fait face à un problème et qu'on cherche à y répondre de manière routinière, généralement, on met en œuvre des routines et en créativité, on appelle ça des phénomènes de fixation qui fait que finalement, on n'arrive pas à sortir mentalement du problème tel qu'il est posé. Donc, qu'est-ce qu'il y a? par exemple, la bombe nucléaire. Ah non, 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 pas la bombe. Pas la bombe. Non, non. Donc, effectivement, le fait de se décadrer, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut aller du séminaire au vert d'une entreprise où en fait on va chercher à aller dans un autre lieu pour réfléchir, par exemple, à la stratégie de son entreprise. Ça peut être des phénomènes qui se développent, qui sont les voyages d'apprentissage ou les learning trips, où en fait on se rend en groupe dans d'autres lieux pour visiter des lieux inspirants, par exemple. Et puis même, comme tu le disais, à titre individuel, aller récupérer des idées, changer de cadre. Il y a des travaux aussi sur des relations entre, par exemple, la marche et la créativité. L'idée que on pourrait être plus créatif en marchant, par exemple. Et donc, partant de là, il y a des pratiques qui consistent à faire des réunions en marchant, ou à faire des réunions debout, déjà, ça c'est un petit peu plus classique, mais en tout cas à chercher à casser les routines habituelles de la réunion, dans la salle de réunion habituelle de l'entreprise, pour encore une fois, se décadrer et trouver de nouvelles idées, ou en tout cas avoir de nouvelles postures. Voilà, je pense que c'est une façon de répondre à cette question du voyage. Alors après, ça dépend quel type de voyage. Si c'est prendre sa caravane, rester avec les mêmes personnes et voir simplement du paysage, ça ne produit pas sans doute moins d'effets que s'il y a une recomposition identitaire. Donc on travaille, ce que tu disais, effectivement, le fait de prendre conscience de ces routines et des relations sociales qu'on a généralement. Un voyage, c'est potentiellement des rencontres. Voilà. Et des rencontres, c'est l'altérité, la différence, et se rendre compte des façons dont on pense et dont on voit les choses, et se rendre compte accessoirement que d'autres personnes vivent d'autres expériences et pensent les choses un peu différemment. Donc on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la construction du point de vue. Si on considère un voyage comme une occasion de changer un peu de point de vue et de rentrer dans des visions du monde qui sont différentes, là, effectivement, ça peut sans doute stimuler la créativité au niveau individuel. Et après, au niveau collectif, si c'est géré par une organisation qui a envie d'assumer ça. Mais on voit bien les effets que ça produit au niveau d'une famille. Typiquement, quand on voyage et qu'on se rend compte que voilà, on a des relations avec d'autres personnes différemment, ça recompose parfois durablement les relations au sein d'une même famille. Ça peut tout à fait être le cas au sein d'une organisation innovante. Pourquoi pas? Je me tourne vers Valérie pour savoir si en régie, nous avons des questions pour un peu variées par rapport à celles qui ont été postées sur les forums. Alors, je lis la première. Oui. Ouais, vas-y. Comment motiver un utilisateur à participer à l'amélioration d'un produit? Quel intérêt y trouve-t-il? C'est une question de Samuel. déjà, si on revient sur le premier commentaire sur les utilisateurs pilotes, le premier intérêt, ça pourrait être qu'il a envie d'un produit amélioré pour lui-même. Pour lui-même, ouais, Donc, vraiment. voilà, le fait de participer à l'amélioration d'un produit, ça peut être déjà comme motivation de bénéficier d'un produit meilleur dans son utilisation. Ensuite, il y a des travaux sur la motivation des participants dans les plateformes d'innovation ouverte, qui peuvent être souvent des bénéfices en termes de réputation, c'est-à-dire qu'un utilisateur ou un
un utilisateur qui va donner des idées, ces idées qui vont être discutées par d'autres, peut en tirer des bénéfices en termes de réputation. C'est ce qu'on va trouver sur les plateformes open source où les gens ne sont pas payés. Et puis, évidemment, il peut y avoir des bénéfices financiers si, par exemple, dans des plateformes de type Innocentive, qui font des concours d'idées et qui rémunèrent le gagnant, les utilisateurs, effectivement, il y a des bénéfices financiers. Après, il peut y avoir des questions presque de militantisme. Pensons aux gens qui passent du temps à améliorer Wikipédia. Eh bien, ils sont anonymes, donc ils n'ont même pas le bien fondé de la réputation. Ils n'ont pas de gratification financière et pourtant, il y a des contributeurs à Wikipédia. Donc, effectivement, c'est des gens qui en fait, croient à la vertu d'une encyclopédie collaborative. Et voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, en économie, notamment en économie publique, en fait, c'est des contributeurs altruistes à un bien public. Tu prends Wikipédia, voilà, c'est un bien public au sens où tout le monde peut y accéder gratuitement, il est libre, le fait de consommer ne le détruit pas, etc. Et en fait, il y a beaucoup de travaux dans le domaine en économie, dans des comportements, sur les comportements individuels, sur des comportements altruistes. Mais au sens, effectivement, il n'y a même pas une reconnaissance en termes de réputation. Et dans le domaine de l'innovation, je ne vois vraiment pas pourquoi il n'y en aurait pas non plus des comportements purement altruistes par rapport à... sachant qu'il y a toujours aussi l'altruisme instrumental au sens où en fait l'altruisme à proprement parler n'existe pas parce qu'il y a au moins la satisfaction d'avoir fait le bonheur de quelqu'un d'autre et donc c'est déjà presque plus de l'altruisme, c'est déjà de l'égoïsme. Même chose que pour le don du sang par exemple qui a été beaucoup étudié en économie par exemple. Voilà. À partir du moment où on rémunère le don du sang, il y a moins de donneurs de sang que quand c'est gratuit. Voilà. Donc, voilà, on voit bien ces phénomènes-là. Alors, on a une autre question. Je vous jure que ce n'est pas une complice qui nous dit, c'est Aurélie, donc, comment peut-on former les principaux acteurs d'un processus d'innovation au management de l'innovation? On a envie de lui dire, venez chez nous. Ah oui. Venez dans le master management de l'innovation de l'Université Grenoble-Alpes. Bon, mais blague à part, il y a beaucoup de formations autour du management de l'innovation, soit des formations diplômantes longues, type des masters. Il y en a un à Grenoble dans lequel on intervient tous. Il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, etc. Et puis des formats plus courts, puisque l'occasion m'en est donnée, je vais aussi parler de l'école d'hiver de la créativité que nous organisons ici au mois de mars prochain, qui dure 3 jours, qui est aussi une occasion de se décadrer, de rencontrer de nouvelles personnes et de travailler sur ces phénomènes de créativité. Voilà. C'est une vraie question. Comment faire pour le former au management d'innovation? C'est une question qu'on se pose tous les jours, cela dit. Comment fait-on? Est-ce qu'on y arrive? Bon, on le fait en tout cas. Donc effectivement, il y a une combinaison de formation, type formation universitaire, et puis bien évidemment d'expérience aussi dans ces domaines-là. D'autres choses, on en voit. Oui, parce qu'il y avait une autre question, comment rémunérer, récompenser les utilisateurs, mais ça rejoint la question de Samuel, donc on ne va pas la détailler. Alors, ouais. Sympa ça. Pourquoi des innovations porteuses de valeurs positives en termes d'éthique, de société et de philosophie ne sont pas pour autant développées? Il faudrait qu'on ait un exemple en tête pour répondre à ça. Ça dépend. Moi, du point de vue de l'économiste de base, ça serait si ce sont des innovations qui ne sont pas développées, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu des acteurs, des parties prenantes, ou en tout cas un ensemble d'acteurs qui étaient prêts. Ça, c'est à la limite, c'est presque même pas économique, c'est comptable, qui étaient prêts à investir 100 € pour essayer de gagner au moins 101 ou 102 €.
Donc il y a un problème de retour sur l'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'innovations porteuses de valeurs positives en termes d'éthique, de société, de philosophie sont en fait peut-être pas développées par des acteurs privés, mais peuvent être développées par des acteurs publics. Donc là, on a énormément d'exemples sur des innovations souvent radicales, importantes, qui ont été financées par des acteurs publics, les pouvoirs publics ou des institutions publiques ou des organismes publics de recherche. Voilà, donc la question, c'est de savoir si on peut parler d'innovation. Est-ce que ce sont des concepts ou des idées, si elles n'ont pas été développées, voilà. Et c'est le cas de la plupart, de toute façon, des produits ou des idées qui vont pas jusqu'au bout. Donc c'est pas que Est-ce qu'on peut déjà encore parler d'innovation, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, oui, par ailleurs. Il y a beaucoup de déchets de toute façon, donc si je ne prends pas des services mais juste des produits, pour un produit qui sort, il y en a 9 qui restent tranquillement dans les cartons. Donc que ça soit éthique ou pas, la question est la même. Comment c'est mis en société? C'est un peu ce qu'on a essayé de vous expliquer. Mais là, ça relèverait de la philosophie, et là, je suis vraiment pas bon, mais les valeurs positives en termes d'éthique, de société et de philosophie, les valeurs positives, par exemple, en termes de société, de quelle société Quelle valeur? Et de quelle valeur déjà? Et d'abord, après, de quelle société? On a de nos jours des sociétés visiblement très, 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 très développées, qui sont des puissances économiques mondiales et qui ont visiblement des valeurs qui poussent à désigner des dirigeants qui ont d'autres valeurs qui ne sont pas forcément éthiques ou philosophiques, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, on a une autre... on n'a plus les prénoms, je ne sais pas, peut-être que les questions ne sont pas signées. Il y a une question qui est: comment tenir en éveil les acteurs d'un projet innovant tout au long d'un projet, sachant que parfois l'avenir d'un produit peut être incertain? C'est une vraie bonne question, parce qu'effectivement, il y a la question de la motivation des participants à un projet d'innovation qui peuvent parfois se décourager, surtout sur des processus qui sont longs. Je me lance sur quelques réponses. Les outils de management de l'innovation qui sont inspirés, on va dire, soit du design thinking, soit du lean management, soit du management agile, en fait, partagent tous cette même philosophie que pour ne pas se décourager, il faut faire des petites actions régulières plutôt que poser un objectif à 2 ans qui peut paraître un petit peu ingrat. Donc, ce qu'on va trouver, par exemple, dans le design thinking autour des notions de prototypage rapide, sont aussi des éléments de motivation de l'équipe, parce que ça permet d'avoir des boucles de rétroactivité dans le processus rapide qui permettent donc de voir où on en est. Ça, c'est une réponse peut-être en termes de processus. Après, il y a aussi une réponse en termes de sens, c'est-à-dire que les acteurs d'un projet d'innovation seront d'autant plus motivés à persévérer qu'ils voient le sens de ce qui est fait. Et pour ça, il y a des travaux en management de projet qui parlent de management de projet par les enjeux, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de fixer un objectif, parce que souvent on ne sait pas exactement, dans un projet d'innovation, surtout d'un projet d'innovation radicale, on ne sait pas exactement ce qu'on va atteindre comme objectif. C'est d'ailleurs le sens de la question. L'avenir est incertain. Donc, ce n'est pas du tout comme le management de projet traditionnel où on fixe un objectif, puis après on fixe les jalons pour l'atteindre. Là, l'objectif, il est fuyant, il est diffus. Et donc, raisonner en termes d'enjeux, c'est-à-dire en termes de sens, me paraît la chose à poser pour maintenir malgré tout un cap, même dans le cas d'un projet incertain. Je ne sais pas si vous voulez compléter. En sociologie, il y a par exemple des auteurs comme Thévenot qui parlent de la notion de bien commun, qui fait penser un peu à ça, c'est-à-dire des acteurs qui se coordonnent pour poursuivre un but qui est lointain et qui est censé produire de la valeur pour tous ces acteurs-là. Après, moi, j'aurais tendance à dire, comme tu le dis,
il faut que ça s'inscrive dans le quotidien des acteurs. Et par définition, si ça s'inscrit dans le quotidien des acteurs, ils vont pas forcément avoir l'idée qu'ils sont en train d'innover. Voilà, ils font quelque chose qui leur plaît, ou en tout cas qui les motive suffisamment pour que ça soit inscrit dans le quotidien. Moi, c'est un bon indicateur. Plus on se dit qu'on est en train d'innover, moins on le fait vraiment. Ça doit être facile et ça doit être ordinaire, quotidien, pour bien faire, dans l'organisation en tout cas. Donc s'il faut se battre, faire valoir son point de vue systématiquement, c'est qu'on n'est pas encore dans un processus qui est vraiment un processus d'innovation pour moi. On est au début du processus. Voilà. On a d'autres questions, Valérie? Alors, comment intégrer la pensée critique dans l'innovation? C'est une question typique pour Daniel. Sympa. Pardon, tu peux répéter la question? Comment intégrer la pensée critique dans l'innovation? Je prends la main. Joker. Voilà, je suis sûre que Olivier a des idées. Là, je voudrais vous renvoyer à la vidéo de Roberto Verganti, selon lequel c'est vraiment quelque chose de crucial. Et qu'il place en opposition avec les approches qui mettent en avant surtout le point de vue de l'utilisateur. Ce que dit Verganti et d'autres, c'est que on innove quand on n'est pas content de quelque chose. Parfois on innove quand on est révolté de quelque chose aussi. Et donc, ce qu'il met en avant, mais on partage dans l'équipe pour la plupart ce point de vue, c'est que en fait l'innovation vient d'une critique d'un équilibre existant, d'une institution existante, etc. Donc, l'innovation va être portée par un point de vue qui est un point de vue sur la nécessité de changer quelque chose dans le monde ou dans un système ou dans une organisation, etc. Et c'est pas du tout la même chose que le point de vue de l'utilisateur pour, par exemple, améliorer l'usage qu'il peut avoir d'un produit. Donc, pour moi, la pensée critique, c'est vraiment un moteur du désir, quelque part, d'innover. Après, tu peux compléter. Non, mais aussi, dans la phase de problématisation, typiquement, qui est une des phases qui définit une innovation, c'est effectivement le fait d'examiner sa propre pensée et puis les façons de faire de son organisation ou d'autres organisations pour essayer de proposer quelque chose qui soit mieux. Donc, effectivement, c'est critique. Ça veut dire qu'il faut accepter par moment un peu de complexité aussi, remettre en cause des choses qui paraissent simples et qui sont complexes, ou au contraire, une complexité auquel on se soumet et qui pourrait être réglée de manière beaucoup plus simple. Donc il y a de toute façon un aspect critique, sans aller jusqu'à la déviance et aller à des comportements J'allais en parler de la déviance. Norbert Alter, sociologue de l'innovation, il parle des innovateurs comme des déviants. Alors, au quotidien, des gens qui n'acceptent pas les règles établies, qui ont envie de les changer, qui voient des problèmes dans le, on va dire, dans le consensus, dans les choses acquises. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que la position d'innovateur, elle n'est pas forcément toujours très, très confortable. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a un petit peu évoquées dans la capsule autour de l'innovation comme conflit, hein, typiquement, mais ça peut être un conflit ou ça peut être une forme de convention différente où on estime qu'effectivement, on peut faire les choses différemment et mieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur la notion de bien commun ou du management par enjeu. C'est remettre en cause quelque chose comme allant de soi. Voilà. C'est évident, c'est naturel que les choses se passent comme ça. Bon, à un moment, quand les choses deviennent plus si naturelles que ça, il est possible d'innover aussi et de se poser les questions différemment. Donc pour un sociologue, se dire, je pense que c'est pareil pour les économistes et mes collègues en management, à partir du moment où il n'y a plus d'évidence, les choses sont plus naturelles, on est dans des conditions qui permettent d'innover aussi. Mais il faut que les choses dans l'organisation ou dans la société aient bougé pour qu'on s'interroge sur quelque chose qui paraissait tout à fait classique avant. Voilà. Je pense qu'il y a une question là qui est directement pour Daniel sur la propriété intellectuelle.
Alors, comment l'innovation collective ouverte se gère-t-elle d'un point de vue propriété intellectuelle? À qui appartient l'invention? C'est une question de Marie. Effectivement, quand on avait abordé les questions de l'innovation ouverte, je crois que c'est même Patrick qui avait longuement insisté sur le fait, attention, innovation ouverte, open innovation, c'est pas open data. Au sens où c'est pas parce qu'on a une innovation collective ouverte qu'il n'y aurait pas déjà de questionnement lié à la propriété intellectuelle. En fait, si je prends certaines plateformes d'innovation ouverte comme ou collectives ouvertes comme les plateformes Innocentive là qu'on a parlé tout à l'heure, à qui appartient l'invention? Il appartient non pas à celui qui aura inventé ou trouvé la solution à un problème qui avait été posté par une organisation ou par une association, mais il appartient tout simplement à l'association qui aura financé l'inventeur, le découvreur de l'idée ou de la solution via un prix. Donc ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on va avoir des dispositifs d'innovation collectifs ouverts qu'il n'y aura pas de propriété intellectuelle, et qu'en règle générale, les dispositifs qui sont mis en œuvre pour générer ce qu'on appelle de l'innovation collective ouverte intègrent soit dès le départ, mais intègrent en tout cas souvent explicitement la question de la propriété intellectuelle. On sait dès le départ à qui appartiendra l'invention. Alors Innocentive, c'est par exemple l'organisme qui remet le prix. Vous gagnez un concours en échange de vous transmettez votre invention à qui de droit, comme presque à la limite comme un salarié dans une entreprise. Là, je reviens à ce qu'avait donné comme enseignement Alexandre Delmotte, notre collègue juriste. Un salarié, si ça relève de la mission d'inventer ou de découvrir ou de travailler dans des activités d'innovation, si c'est ça relève de sa mission, c'est une invention de mission, et conclusion, ça appartient à l'entreprise. Donc l'innovation collective ouverte est souvent assimilé à de l'open data gratuit, etc. C'est pas vrai. Ces dispositifs intègrent généralement explicitement les questions de propriété intellectuelle, et c'est généralement en fait. Après, ça dépend de s'il y a un donneur d'ordre ou pas, s'il y a un demandeur, et après ça dépend en fait des négociations entre les acteurs qui pourraient être dans le processus. Donc la propriété de l'invention dans ce type de dispositif ne relève pas de règles ou juridiques ou de règles qui seraient particulières ou spécifiques à ce type d'innovation. C'est les mêmes règles qui s'appliquent que dans d'autres processus traditionnels. J'espère que Alexandre Delmotte sera content de ma réponse. Alors, on a plusieurs questions. Pensez-vous que nous sommes en pleine révolution technologique? C'est ce que Valérie hésitait à poser comme oui, question. Parce que je trouve que c'est une question quand même super large. Alors on parle beaucoup de la révolution du numérique comme moteur de l'innovation dans beaucoup de secteurs, mais je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Mais La question de révolution, si on prend enfin oui, ça introduit des changements. Après, ça dépend des secteurs. Voilà, si on prend le cadre d'Internet, typiquement, c'est quand même plus qu'une révolution, un renouvellement des formes d'accès au savoir. C'est quand même un média écrit. Ouais. On n'écrit pas de manière totalement différente. Les contenus des pages sont structurés en fonction de normes qui sont pluriséculaires. Donc, bon, est-ce que dans ces cadres-là, il faut parler de révolution technologique? C'est un bien grand mot. Quand on prend l'exemple des MOOC, typiquement, c'était un peu la question de les discussions qu'on a eues. Est-ce qu'il s'agit d'une révolution, d'une accélération, d'un changement tout bête? C'est pas facile de trancher aujourd'hui, de toute façon. Le propre d'une révolution, c'est que quand on la vit, là aussi, on la vit pas nécessairement comme étant une révolution. C'est l'histoire qui tranche. C'est l'histoire qui tranche, ouais. Et si on parle même que de la Révolution française, on se rend bien compte qu'elle a des origines très longues, très lentes, etc. Bon, pareil pour les révolutions industrielles. Donc, moi, je suis un peu gêné avec cette notion de révolution parce que c'est général. Et les changements se font terrain par terrain avec des recompositions qui sont un peu plus complexes. Il y a un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Jean-Claude Passeron qui dit les sociétés ne changent pas de structure comme de chemise.
voilà, il y a des boutons qui se défont, des petites déchirures, et des assemblages différents. Le numérique intervient dans ces recompositions sans doute, mais est-ce que ça révolutionne? Est-ce qu'on change totalement d'habit? On voit bien que non quand même. C'était la suite de sa question, hein. C'est toujours Marine. Ouais. Ou alors pensez-vous que le numérique ne produit pas une réelle révolution technologique qui permettrait de relancer la croissance mondiale? La croissance. Je me tourne vers non, la croissance mondiale et le numérique, c'est une question qui se pose plus depuis pas mal d'années. Hein. Je veux dire, le développement numérique et la relation numérique et croissance, ou en tout cas activité économique, c'était effectivement des questionnements qu'on se posait, enfin des questions qu'on se posait dans les années 70-80, justement, quand on pouvait dire qu'il y avait une révolution dans les années 70-80, une révolution du numérique, sachant qu'on a beaucoup de travaux qui ont porté sur la question de le fameux paradoxe de la productivité, hein, qui fait que on a de plus en plus d'ordinateurs dans les entreprises et elles sont de moins en moins productives, et donc il y a une question de paradoxe là-dessus. Non, je pense pas que on en soit à ce stade-là en termes de relation entre croissance économique et révolution dans le numérique. On a beaucoup de travaux en ce moment sur non pas une reprise de la croissance mondiale, une relance de la croissance mondiale, mais c'est plutôt une transformation des modes de croissance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être pas d'avoir 3 ou 4% de croissance au sens production de valeur ajoutée, mais peut-être d'avoir 1% de croissance, mais d'une autre type de croissance, c'est-à-dire une croissance peut-être moins destructrice d'emploi, mais surtout une croissance qui ne se base plus uniquement sur de la création de valeur ajoutée pure, comme on peut le déterminer avec des indicateurs comme le PIB. Voilà, moi je suis très sceptique par rapport à ça, en tout cas, sur la relation entre révolution technologique et croissance. Je regarde le temps qui nous reste. Là, plus le temps avance et plus nous avons des questions délicates et difficiles. Alors, là, il y en a une de Carole. L'innovation peut-elle être éthique si elle est un outil marketing au service d'une marque, d'une entreprise, etc. Donc, oui. C'est un peu la question de la... Alors oui, bien sûr, bien sûr que oui, mais en gros, moi je vois en creux la question... toutes les innovations sont-elles éthiques, en fait? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le marketing est toujours éthique? Enfin, voilà, il y a peut-être ces questions qui se posent et qui rejoignent... Ou alors peut-être que la question, c'est des innovations qui surferaient sur un discours de marketing autour de l'éthique, dans le genre les produits soient bio, soient responsables socialement, etc. Est-ce que pour autant l'innovation n'est plus éthique parce que l'acteur ou l'entreprise utiliserait cette dimension pour mieux vendre, pour mieux persuader? Non, je crois pas. Je veux dire, on peut très bien avoir le développement de produits. Il y a même des marques qui se sont créées et se développent énormément sur, par exemple, des productions équitables et qui ont tout à fait compris que c'était justement un aspect différenciant qui permettait à leur innovation de bien se diffuser, et qu'il fallait surtout bien montrer que oui, nos cafés sont équitables et contrairement à d'autres, sous-entendu à d'autres. Donc c'est pas pour ça que ça serait moins équitable. Alors l'éthique et équitable, c'est pas la même chose, mais voilà, moi je pense à ça, quoi, quand je parle de produits éthiques ou d'innovation éthique. Ça fait le lien avec une autre question de Paul qui nous demande comment réguler ou contrôler l'innovation pour éviter les dérives dans notre société. Pour moi, la question derrière le marketing, c'est de savoir si la mise en marché, la marchandisation d'une innovation, ça dénature sa valeur éventuellement sociale ou éthique. Et est-ce qu'il faut contrôler du coup l'innovation? Là encore, c'est une question de point de vue. Il n'y a pas de réponse à donner. En général, cette question, elle fait l'objet d'un débat qui est social, avec des rapports de force, des conflits, des dominations, et ces groupes-là qui vont trancher finalement. Alors moi, je suis sociologue, donc il y a ce qu'on appelle une sorte de neutralité axiologique. On ne va pas donner des cartons en fonction
c'est bien ou c'est mal. C'est bien, c'est mal. L'intérêt, c'est comment l'organisation ou la société ou les groupes se coordonnent pour créer quelque chose et comment ils l'évaluent. Voilà. Alors, ça peut être jugé négativement, mais produire des effets positifs. Reprenons le cas de la bombe nucléaire. Bon, pourquoi pas. Après, il y a des formes de contrôle et de régulation tout au long du processus d'innovation, et quelle que soit cette innovation. Donc, il existe par exemple des règles très strictes par rapport même à la recherche qui pourraient déboucher sur des innovations. La recherche médicale, par exemple, est un domaine de recherche qui est pour cela très contrôlé, très réglementé. En France, on ne peut pas faire certaines recherches, notamment sur des cellules souches ou des voilà. D'ailleurs, le monde scientifique, une partie du monde scientifique et médical s'en plaint et se tourne vers d'autres pays. Ou en tout cas, il y a d'autres pays où on voit bien que ces recherches sont possibles. Donc, les règles existent. Maintenant, en tout cas, c'est plus soit le sociologue ou soit le politiste qui va pouvoir répondre sur quelle règle. Effectivement, la régulation, elle peut être d'ordre social, parce que des groupes ne vont pas accepter telle ou telle innovation qu'ils considèrent comme non éthique ou vont lutter contre. Et puis, elle peut être aussi avec une réponse d'ordre juridique, comme indiquait Daniel, avec effectivement, il y a quand même un encadrement dans les démocraties de certains types d'innovation. Donc, je ne sais pas si on peut dire tellement... Enfin, sans doute que Paul avait peut-être des idées en tête. Ah, il parlait d'Uber, d'accord. Mais c'est l'idée, derrière cette question, il y a l'idée qu'une innovation, elle est en dehors, elle suit sa propre logique qui n'est pas une logique sociale. Or, l'innovation, elle est pas portée, elle n'intervient pas toute seule, elle est bien portée par des acteurs qui sont des acteurs humains. Voilà. Donc, ces acteurs humains, ils ont une activité, ils construisent du sens autour de leur innovation, ils arrivent à mobiliser d'autres acteurs en plus ou moins grand nombre, et après, d'autres acteurs vont se réunir et puis essayer de contrôler, contrecarrer, participer à cette innovation. Et c'est ça qui va faire que cette innovation va réussir et donc paraître normale à terme ou pas. Voilà. Enfin, si Paul parlait d'Uber, je vais répondre sur un autre cas qui est celui de Airbnb, qui au départ perçu comme une innovation sociale, on va dire, très sympathique, qui permet positive à des gens de se rencontrer sur des valeurs d'hospitalité, etc. Puis un certain nombre de dérives liées au fait que certains acteurs profitent du système pour en fait louer des appartements, etc. Puis une régulation des grandes villes, soit Paris, Berlin, etc., qui commence à mettre en place des règles, qui négocient avec Airbnb pour empêcher un certain nombre de comportements. Donc voilà, on est dans une espèce de processus. C'est pas d'emblée qu'on va réguler, mais ça se fait au fur et à mesure de l'observation des pratiques réelles. Et puis pour Uber, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont contentes d'avoir un emploi grâce à Uber, mais ensuite il peut y avoir aussi des demandes de régulation relatives aux droits du travail, etc. Donc, c'est des choses qui finalement se négocient au fur et à mesure du déploiement de l'innovation qui, de fait, va changer de nature au fur et à mesure. Alors, on a le temps encore de une ou deux... Ah oui, alors sur le domaine artistique, je vais la laisser à Olivier parce que je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. Alors, pouvons-nous avoir une approche du management de l'innovation et de la création similaire à celle de l'entreprise dans le cadre d'une innovation artistique? Alors, l'idée, c'est qu'il y a des secteurs, les mondes de l'art, typiquement, qui ont des activités aussi de création, d'innovation. La question est de savoir si on peut les gérer comme on gère l'innovation dans d'autres secteurs. Alors, c'est rigolo cette question parce que généralement, on se pose la question à l'inverse. Ouais. Dans le management d'innovation, on se dit, tiens, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que font les artistes? La création artistique pour faire de la créativité. Ouais. Voilà, pour faire la créativité. Alors, ce sont quand même des mondes sociaux différents, avec des normes et des valeurs différentes. Mais l'idée, c'est quand même qu'on cherche à produire de la valeur avec du changement. Voilà, quand on fait du cinéma, quand on fait de la télévision, quand on fait de la peinture, on essaie d'être créatif, on essaie de faire en sorte que son travail soit reconnu avec une valeur qui soit différente des travaux précédents. C'est la même chose. Il n'y a pas de raison de se dire que c'est différent
par essence de ce qui se passe dans le secteur industriel, parce que c'est bien des acteurs là aussi qui collaborent. Hein. Il y a beaucoup de travaux sur le marché de l'art où on voit bien que l'art, c'est pas une valeur qui est universelle et qui serait détachée de toute contingence humaine. C'est fabriqué par des humains, c'est institutionnalisé, ça fait l'objet de transactions financières, de définition de la valeur, il y a un marché, bon. De la propriété. Donc c'est la même chose. Par contre, effectivement, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs. Ils ne sont pas tout à fait organisés pareil. Voilà, donc c'est des marchés, des mondes différents dont les processus parfois se ressemblent. Donc il faut les comparer, mais c'est pas plus différent le marché de l'art et l'aérospatial que l'aérospatial n'est différent de, je sais pas, du secteur agroalimentaire. C'est pas du tout les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes valeurs. Bon, effectivement, c'est le même degré de différence. Voilà, il n'y a pas plus de, il y a des choses comme ça. Par contre, on a tendance à sacraliser le côté artistique parce que c'est une valeur forte dans nos sociétés. Cette valeur artistique, elle est, je vous l'ai dit, en sociologie de l'art, elle fait l'objet de même type d'activité que l'activité scientifique ou autre. C'est aussi, dans certains cas, des industries. Des industries, tout à fait. Ouais. La grande cuisine, c'est une industrie. Le cinéma, c'est une industrie. Voilà. Donc, je vous propose qu'on passe à la dernière question. Qui est la suivante. Comment, alors ça s'adresse vraiment aux participants de ce MOOC, comment tirer le meilleur parti des enseignements dispensés tout le long de ce MOOC du point de vue de l'équipe pédagogique? Donc c'est une question qui s'adresse à nous sur, en gros, quelle est la valeur qu'on apporte avec ce MOOC et comment nos participants peuvent en tirer le meilleur parti. Là encore, on ne vous connaît pas complètement puisque effectivement on a des statistiques globales sur les origines grâce au questionnaire auquel vous avez répondu, le niveau d'études, etc. Mais j'imagine que chacun d'entre vous en fait prend des choses qui l'intéressent, va faire des liens avec sa pratique professionnelle. Voilà, je trouve que c'est assez difficile d'avoir une réponse uniforme compte tenu de la variété de notre public. Mais même, je pense quand même que la première des valeurs, c'est peut-être tout simplement déjà le plaisir d'avoir suivi notre formation. C'est une façon de tirer parti de ces enseignements. C'est tout simplement le plaisir d'avoir appris, ou en tout cas, ou écouté et découvert des choses à l'image de... par exemple, quand vous lisez un roman ou quand vous lisez un livre, vous apprenez des choses ou en tout cas vous prenez du plaisir. Donc déjà, il y a peut-être déjà le fait que ça vous ait plu au sens, mais vraiment le plus basique du terme, quoi. Ça vous ait plu, quoi. C'est vrai qu'après, des façons de tirer parti peut-être de ces enseignements, c'est si vous avez l'opportunité, c'est à la fois dans votre travail ou en dehors, hein, c'est de se dire tiens. Qu'est-ce que j'ai appris qui pourrait m'être utile dans ce que j'observe ou dans ce que je vois, pas forcément ça y est, je vais pouvoir appliquer telle méthode ou telle méthode, puisque en plus je crois qu'on n'a pas franchement dispensé des enseignements précis sur telle ou telle méthode. Ça pourrait faire l'objet d'un autre MOOC, mais c'est de dire tiens moi, par exemple, du côté économique, c'est de se dire, tiens, cette question-là, ce que je peux observer dans mon entreprise, est-ce que ça relève plutôt d'une dynamique de création de valeur ajoutée ou plutôt d'une dynamique de création d'externalités positives, pour reprendre les grands mots, grosso modo, est-ce que ce que je peux observer, c'est vraiment de la valeur ajoutée économique, rentable et tout de suite, ou est-ce que ça ne génère pas plutôt des externalités positives, c'est-à-dire peut-être moins rentable au début et en tout cas moins monétisable, mais par contre qui va contribuer à la dynamique d'ensemble de la société en termes de connaissances ou de technologie, par exemple. C'est vrai que le MOOC qu'on a proposé, il est relativement théorique pour une grande partie. C'est ressorti dans les forums. Hein. Certaines personnes nous disaient que parfois, c'était un peu dense, en tout cas, difficile à suivre, qu'il fallait revenir plusieurs fois sur les capsules. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'on se pose la question de
toutes ces théories, toutes ces approches, tous ces regards, au fond, dans l'activité du quotidien, de mon travail, à quoi ça va me servir? Je pense que c'est peut-être un peu ça la question qui nous est posée. Moi, je pense qu'une des vertus de ce MOOC est quand même une introduction D'accord, à la connaissance de l'innovation au prisme de différentes disciplines. C'est bien d'abord de changer éventuellement les idées, la représentation un peu toute faite qu'on se fait tous sur ce processus. Et moi, j'ai appris des choses sur l'innovation en écoutant un économiste, un philosophe ou des gens en management parce qu'il y avait des dimensions que je ne connaissais pas et que je croyais savoir. Et bon, déjà, ça m'a permis de comprendre que c'était plus compliqué que ce que j'imaginais. Ça, c'est une vertu en soi, la complexité, surtout encore dans des jours comme aujourd'hui, se dire que oui, assumer le fait que on peut penser les choses de manière plus complexe que ce qu'on fait au quotidien, ça peut être intéressant et qu'il n'y a pas de réponse simple à un problème compliqué. Donc, comment en tirer le meilleur parti? En explorant un petit peu les ouvrages ou en approfondissant, en regardant un petit peu les liens qu'on vous a dispensés à un moment ou à un autre. Parce que dedans, il y a forcément quelque chose qui vous intéressera précisément, qui est susceptible de régler votre problème à vous. Voilà. Donc, comme c'est une introduction, c'était difficile de répondre à tous les enjeux dans des univers professionnels très variés. Mais si je reprends la question autour de l'innovation dans le domaine artistique, oui, il y a des travaux qui sont posés la question de savoir comment on innove dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Donc il y a des choses. Et si vous avez compris 2-3 concepts, en économie, en management, vous trouverez en lisant par rebond des choses qui concernent votre secteur. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vous dire. C'est 4 semaines de teaser qui peuvent vous durer 4 ans, facilement. Si vous allez approfondir et si vous allez questionner des auteurs et des ouvrages, et puis après peut-être d'autres vidéos. Je pense que c'est le début normalement. Il y a aussi peut-être la mise en contexte de l'innovation qu'on a essayé de faire, contrairement aux approches un peu plus méthodologiques qui expliquent un processus d'innovation, c'est organisé en temps de phase, qu'il faut d'abord faire ça, etc. Nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est la contextualisation, c'est-à-dire la contextualisation à la fois sur un plan historique. Une innovation, elle n'arrive pas comme ça, elle est ancrée dans des institutions, dans des logiques de trajectoire technologique, etc. Elle est ancrée dans un contexte socio-politique, il y a des conflits d'intérêts, etc. Donc, je pense que déjà, d'un point de vue pédagogique, puisque c'est la question qui nous est posée, si on a réussi à un peu ouvrir le champ des points qui sont intéressants à regarder dans l'innovation, déjà on aura rempli nos objectifs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire pour conclure? Non, je crois que tu as Merci. Merci à vous tous. Et en tout cas, nous aussi, sachez que on apprend beaucoup. On a déjà appris beaucoup, comme disait Olivier, en faisant ça. Et puis, on apprend aussi à chaque session au vu des échanges qu'on a dans les forums. Ouais, donc, c'est pour nous une très bonne expérience, même si on n'a pas les étudiants physiquement comme d'habitude. En tout cas, c'est une expérience très riche pour nous aussi. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, oui.